Qu'on les appelle pensées envahissantes, obsédantes ou intrusives, on parle de la même chose. Il s'agit de pensées qui s'imposent à notre esprit, qui tournent en rond et qui ont tendance à revenir régulièrement. Je peux en citer quelques exemples comme « Oh là là, qu'est-ce qu'ils ont pensé de moi ? Est-ce que j'ai tout prévu ? Est-ce qu'il va y avoir un imprévu ? Et que du coup, si j'ai pas tout anticipé, ça va mal se passer ?» Ou encore « Oh là là, elle est sortie sans moi, et si elle plaisait à quelqu'un et qu'elle me quittait ensuite ?» On se sent en général plus mal après avoir eu ces pensées, on a tendance des fois à déverser ce surplus d'émotions sur notre entourage, sous forme de colère ou de besoin de réconfort répété. Je m'appelle Thibaut et dans cette vidéo, je vais expliquer pourquoi ces pensées existent et ce qu'elles nous veulent. Pour une meilleure compréhension, je vais simplifier les processus dans cette vidéo, mais si le sujet t'intéresse, je te donne une bibliographie en description pour creuser le sujet des émotions en neuropsychologie. Alors prends un papier, un crayon, on commence la séance. Alors ces pensées, à l'origine, elles indiquent quelque chose qui est important pour nous. Elles nous indiquent quelque chose que l'on pense ne pas maîtriser pour obtenir ce que l'on souhaite. Ça peut être par exemple une compétence pour avoir une réussite, pour obtenir la reconnaissance de quelqu'un, ou même sa loyauté, ou encore savoir qu'on maîtrise tout pour être sûr que tout ira bien par la suite. Tout commence par une pensée associée à une émotion désagréable qui fait suite à un stimulus. Ce stimulus peut varier, ça peut être une remarque qu'on nous a faite au travail, une réponse qu'on n'a pas obtenue à un SMS, ou une sortie qui s'est faite sans nous, ou alors quelque chose qu'on doit organiser et qu'on a peur de ne pas réussir à faire, ou un événement important comme l'arrivée d'un enfant. Il y a donc un stimulus qui déclenche une pensée automatique avec une émotion désagréable, et c'est à partir de ce point de départ qu'on va élaborer des scénarios. On va surtout ruminer sur les éléments qu'on pense ne pas maîtriser dans la situation pour obtenir ce que l'on désire. Alors pourquoi on se fait tant de mal ? Pour comprendre ça, il faut d'abord comprendre comment fonctionne notre cerveau. Alors quand on pense à un événement futur, que ce soit un examen scolaire ou alors un entretien d'embauche, on ressent le stress tout de suite dans le présent alors que l'événement n'est pas encore en train de se produire, il n'est pas en train de se produire dans le présent. De la même façon pour le passé, quand on repense à un événement par exemple où on a ressenti de la culpabilité ou de la colère, on ressent à nouveau cette émotion alors que l'événement n'est plus en train de se produire, il n'est pas en train de se passer. Et quand on regarde un film, c'est pareil, on ressent des émotions alors qu'on sait très bien que ce qu'on regarde n'est pas réel, ce n'est pas vraiment en train de se produire. Dans les trois cas, futur, passé ou film, on ressent des émotions alors qu'intellectuellement, on sait que l'événement n'est pas en train de se produire. On peut ainsi en conclure que la partie du cerveau qui active les émotions, qui les génère, elle ne fait pas la différence entre les événements réels et les événements imaginaires. Cette partie du cerveau est un vaste réseau de neurones constitué de plusieurs structures qu'on appelle ensemble le système limbique. Le système limbique, lui, il est associé à l'instinct de survie. Ce sont des réactions automatiques, des émotions automatiques qui ont pour objectif de nous préserver, de nous protéger. Je peux citer quelques exemples de ces automatismes. Par exemple, sursauter, se protéger avec les bras, ou alors repousser quelqu'un, ou encore s'éloigner spontanément de quelque chose. En fait, on ne réfléchit pas à ces réflexes, ils se font spontanément, mais toujours dans le but de nous protéger. Le centre du système limbique, c'est lui qui fait une première analyse rapide de la situation, avant que le reste du cerveau fasse une analyse plus lente qui arrive en second temps, mais qui va prendre plus de détails. On peut reconnaître ces deux temps dans une situation toute bête qu'on a tous connue, quand on sursaute quand un proche surgit devant nous alors que ce n'était pas prévu. On a bien d'abord une première analyse générale, l'aspect imprévu qui nous fait sursauter, et ensuite on reconnaît le visage de la personne, donc on s'apaise en deuxième temps parce qu'on a pris plus de détails sur la scène. Donc pour comprendre pourquoi on a des pensées envahissantes, il faut d'abord comprendre cette première analyse qui est automatique et qui ensuite va générer le début des pensées envahissantes. Alors la porte d'entrée du système limbique, on l'appelle l'amygdale cérébrale. Chaque hémisphère du cerveau a sa propre amygdale, attention à ne pas confondre avec les amygdales dans la gorge, c'est différent. Alors quel est le rôle de l'amygdale ? Son rôle est de détecter si les informations qui arrivent au cerveau, qu'elles soient réelles ou imaginaires, attention, si ces infos représentent quelque chose de pertinent pour la satisfaction de nos besoins et de nos objectifs. Si c'est le cas, si elle détecte une information pertinente, elle va déclencher une pensée automatique ainsi qu'un réflexe corporel et une émotion qui lui est associée. En fait, l'amygdale, elle s'intéresse surtout à ce qui est risqué pour la satisfaction de nos besoins et nos objectifs. Si elle détecte un risque, un obstacle à cette satisfaction, elle va déclencher des réactions automatiques avec des émotions désagréables, principalement des émotions de la famille de la peur ou de la colère. Par contre, si elle détecte plutôt une satisfaction et non pas un risque, elle va laisser le circuit de la récompense générer des émotions agréables. Il y a donc une forme de priorisation. Les risques sont prioritaires par rapport au plaisir. Effectivement, si vous faites courser par un ours dans la forêt, c'est pas le moment de danser la Macarena. En ce qui concerne les personnes très anxieuses, en fait, elles ont souvent l'impression qu'il y a beaucoup de négatifs dans leur vie et qu'elles ressentent peu de bonheur. En fait, c'est à cause de cette priorisation, puisque leur amygdale est toujours en train de gérer un risque que ces personnes perçoivent.
Le circuit de la récompense n'a pas le droit, entre guillemets, de fonctionner et d'enregistrer des souvenirs positifs. Il faut d'abord gérer le risque, c'est prioritaire. Alors évidemment, ces personnes peuvent tricher pour forcer le circuit de la récompense à fonctionner en utilisant des substances comme l'alcool ou les drogues. Mais attention, ce n'est pas parce qu'on ressent plus le mal-être que le cerveau n'est pas encore en état d'alerte, effectivement. Tant que le risque qui a été perçu n'est pas géré, tant qu'on n'a pas la solution ou qu'on n'est pas apaisé, le cerveau continue à traiter cette information. Donc dès que la substance ne fait plus effet, ce genre de pensées reviennent tout de suite. C'est pour ça qu'il faut les traiter plutôt qu'essayer de les éviter. Alors d'accord, l'amygdale gère les risques, mais comment elle sait ce qui est risqué pour nous? Pour simplifier, on va dire que l'amygdale, elle gère un tableau à deux colonnes. La première colonne, c'est la liste des risques, et la deuxième colonne, c'est l'intensité de ce risque, donc l'intensité de l'émotion que l'amygdale va déclencher pour nous faire réagir. On va d'abord s'intéresser à la première colonne, donc la liste des risques. Cette liste, elle se compose de risques primaires, qu'on a tous en commun, et de risques secondaires qui vont être différents pour chaque personne en fonction de notre vécu. Les risques primaires, ils sont liés au risque de mourir en fait, comme la chute, les bruits soudains, etc. Mais ce qui va nous intéresser dans ces risques primaires, c'est surtout deux risques majeurs, c'est l'inconnu et le rejet. Pourquoi l'inconnu? Il vaut mieux avoir un réflexe inutile, donc sursauter pour rien, plutôt que de ne pas bouger alors que par exemple il y avait un serpent à nos pieds. Dans le doute, donc dans quelque chose d'imprévu, d'inconnu, de douteux, l'amygdale va déclencher un réflexe pour nous protéger au cas où. Et le rejet, c'est évident. Quand on est bébé, si on ne s'occupe pas de nous, eh bien on risque de mourir, donc il ne faut pas qu'on soit rejeté par les personnes qui s'occupent de nous. Et à l'âge adulte, on a plus de chances de survie en groupe, même dans notre société aujourd'hui, que seul. Donc toute notre vie, en fait, notre cerveau nous incite à être un minimum apprécié des autres pour éviter ce rejet, et donc éviter un danger de mort en quelque sorte. Alors les risques primaires, ils sont en nous dès notre naissance. Par contre, les risques secondaires, comme j'ai dit, ils dépendent de notre vécu. En fait, les risques secondaires, ce sont comme des intermédiaires qui vont mener à un risque primaire. Je vais donner un exemple. Un enfant qui se fait disputer pour des mauvaises notes, son cerveau va se dire « Ok, quand j'ai des mauvaises notes, on m'apprécie moins. » Et en général, dans la vie, ce qu'on n'apprécie pas, on a tendance à ne pas le garder. Donc l'enfant va créer un raccourci, donc un risque intermédiaire, un risque secondaire, qui est les mauvaises performances. Car si j'ai des mauvaises performances, alors je risque d'être rejeté. Donc je dois éviter de faire de mauvaises performances. Et en fait, cette liste de risques que gère l'amygdale, on va dire en quelque sorte qu'elle reste à vie. Donc les événements futurs, ils vont être interprétés en fonction des événements passés. Alors je vais prendre un exemple, mais attention, c'est toujours dans le but de nous protéger. C'est vraiment à prendre en compte, l'amygdale cherche toujours d'abord à nous protéger. Par exemple, quand cet enfant deviendra adulte, ça peut devenir un salarié perfectionniste qui se mettra la pression et peut-être mettra la pression sur ses collègues pour avoir un bon niveau de qualité, un bon niveau de performance, parce que même s'il n'en a plus conscience à l'âge adulte, il y a un raccourci dans son cerveau de si je ne suis pas performant, si mon travail n'est pas excellent, alors on risque de me rejeter. Donc c'est vraiment instinctif, il faut que j'évite ça. Je peux donner d'autres exemples de risques secondaires en fonction du vécu de chacun. Par exemple, si j'exprime mes émotions, on va se moquer de moi et on va me rejeter. Donc je ne vais pas exprimer mes émotions. Pourquoi la personne pense ça? Peut-être parce qu'elle a été harcelée, parce qu'on s'est moqué d'elle dans la famille ou à l'école quand elle pleurait, etc. Ou bien la personne va se dire, ok, je ne vais pas parler de moi, parce qu'en général, quand je parle de moi, si je parle de quelque chose qui reflète une vulnérabilité chez moi, on l'utilise contre moi parce que c'est arrivé par le passé, alors maintenant je ne parle plus de moi. Il peut y avoir encore, je dois prendre la responsabilité de m'occuper des autres parce que seulement si je m'occupe des autres, alors ensuite on s'occupera de moi. Ça peut être une logique que l'enfant a acquise quand il a dû, par exemple, prendre en charge ses frères et sœurs, ou alors prendre en charge peut-être un parent qui allait mal ou qui était très occupé, etc. Donc là, on a vu tout ce qui pouvait s'inscrire dans notre cerveau en termes de risques, donc risques primaires, mais surtout les risques secondaires qui s'appuient sur les risques primaires. Maintenant, on va parler de la deuxième colonne du tableau que gère l'amygdale, donc l'intensité du risque. À quel point c'est risqué, à quel point ça peut arriver et à quel point ça va m'impacter. Alors comment ce risque est-il défini par notre cerveau? Je vais reprendre mon exemple du parent qui dispute son enfant parce qu'il a une mauvaise note. Si la colère du parent est violente, le cerveau de l'enfant va tout de suite inscrire une intensité très forte parce que ce qu'il a reçu était très fort. Mais sinon, si la réaction est plutôt modérée, c'est plutôt la répétition de l'événement qui, à chaque fois que l'événement va survenir, l'amygdale va inscrire dans le cerveau « Putain, c'est vraiment plus risqué, en fait, ça a plus de chances de revenir, donc il faut que je sois de plus en plus vigilant. » C'est comme à chaque fois, on augmentait l'intensité de plus 1. Ok, cette fois on m'a disputé, plus 1, la fois d'après on m'a encore disputé, plus 1. Et avec le temps, je vais de plus en plus redouter de faire de mauvaises performances. Mais attention, élément important dont on a parlé plus tôt, l'amygdale ne fait pas la différence entre la réalité et la fiction, enfin la réalité et l'imaginaire. Du coup,
Quand l'enfant son cerveau a commencé à inscrire que c'est dangereux d'avoir des mauvaises notes, quand il sait qu'il va avoir une interrogation, il va anticiper ce risque. Il va se dire: oh là là, faut pas que j'ai une mauvaise note, sinon on va me disputer. Donc il se fait un scénario en tête. Là, c'est un début de pensée envahissante. Et comme il se fait un scénario, c'est une scène. Donc l'amygdale va analyser cette scène, même si elle est imaginaire. Donc l'enfant va se sentir plus mal après avoir imaginé ça qu'avant. Et en fait, l'amygdale va inscrire: ok, c'est encore en train de se produire, même si en vrai ce n'est qu'imaginaire, pour l'amygdale c'est en train de se produire, donc je vais aussi augmenter l'intensité. Ainsi, il n'y a pas que les événements réels qui augmentent nos peurs ou nos colères. Il y a aussi les événements qu'on imagine, et ça ne les augmente pas que pour l'instant, ça les augmente aussi pour les événements à venir. C'est pour ça que ruminer est plutôt dangereux pour l'équilibre mental. Attention, je différencie ruminer de brainstormiser. Quand on brainstormise, en quelque sorte, on va chercher une solution au problème. Quand on rumine, on va plutôt se poser des questions sur l'impact que ça a sur soi, sur comment ça pourrait se répéter, sur les causes, les conséquences, mais on ne va pas vraiment être sur la solution qu'on va vraiment chercher à appliquer. Bon, ok, maintenant on sait comment l'amygdale fonctionne, comment elle déclenche une première réaction en nous. Et ainsi, dans notre quotidien, beaucoup d'événements peuvent déclencher l'amygdale parce que l'amygdale reconnaît un événement passé, elle reconnaît un risque qui est déjà enregistré. Elle va faire des raccourcis, par exemple, si je fais une erreur, alors il y a un risque de rejet. Si j'ai l'impression qu'on se désintéresse de moi, alors il y a un risque d'abandon. Si je dois m'organiser, alors j'ai peur de ne pas pouvoir tout prévoir parce qu'il m'est déjà arrivé des malheurs du fait que j'avais pas tout prévu. En fait, le but de l'amygdale, c'est toujours de nous prévenir. Il y a eu un danger, peut-être que ça va être encore dangereux. Donc elle nous prévient sous la forme en quelque sorte d'une triade. Donc il va y avoir une pensée, une sorte d'interprétation de l'événement à partir du passé, une émotion, souvent désagréable, qui est automatique, et aussi un réflexe corporel, une réaction pour nous permettre de répondre à l'événement rapidement. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une deuxième réaction. Je reprends mon exemple où on sursaute parce que quelqu'un arrive devant nous. Donc tout ce que je viens d'expliquer, c'est le côté on sursaute. C'est le côté imprévu. L'amygdale détecte quelque chose d'imprévu, elle déclenche une réaction pour nous protéger. Mais après, le reste du cerveau fait une analyse plus détaillée, par exemple la reconnaissance du visage. Il y a donc une deuxième analyse qui se fait et qui peut soit intensifier la peur qu'on a, soit la calmer. Ça va la calmer si on reconnaît la personne, mais par contre, ça peut intensifier notre peur et donc notre réflexe pour nous défendre si par exemple on voit qu'on ne connaît pas ce visage et qu'en plus peut-être que la personne elle a une arme dans la main. Ainsi, en fonction de la deuxième analyse qui se fait par le reste du cerveau, les détails, l'analyse du détail qui arrive après, on peut soit intensifier, soit calmer l'amygdale. Comment se fait cette deuxième analyse? Cette deuxième analyse, elle passe souvent par la partie du cerveau qui gère la réflexion et la prise de décision. Cette partie du cerveau s'appelle le cortex préfrontal. Donc, comme son nom l'indique, il se trouve juste derrière notre front. Le cortex préfrontal, c'est la partie du cerveau qu'on utilise souvent au travail. En fait, c'est la partie qui nous sert à résoudre des problèmes. C'est vraiment la réflexion pure. Ainsi, en quelque sorte, à travers notre réflexion, on pourrait calmer notre émotion et donc la réaction de notre amygdale. Je vais reprendre l'exemple de l'enfant qui se faisait disputer pour des mauvaises notes. Une fois adulte, imaginons que sa manager lui souligne une erreur. Donc là, son amygdale va reconnaître un risque passé. Attention, erreur, c'est une mauvaise performance, donc on va probablement me rejeter. Donc il va y avoir une forme de pensée automatique qui va être: oh là là, elle est déçue, elle va me virer, je dois être nul. Mais ça, c'est seulement le premier réflexe, donc la première analyse rapide, parce que le cerveau reconnaît quelque chose du passé. Mais ensuite, normalement, il y a une deuxième analyse qui passe par la réflexion. Sauf que souvent, au lieu d'utiliser notre réflexion pour évaluer le détail, est-ce qu'effectivement c'est si dangereux que ça pour moi, on va plutôt utiliser la réflexion pour réfléchir à des scénarios. On va créer des scènes. Et qu'est-ce que sont ces scènes? Ce sont la projection en fait de nos peurs. On va élaborer nos peurs plutôt que de les contredire. En fait, c'est comme si on avait un voile, on ne regarde plus la réalité, on regarde seulement l'interprétation de cette première analyse, et au lieu de faire une deuxième analyse plus poussée, on va utiliser cette partie du cerveau pour créer des scénarios auxquels, en plus, malheureusement, on a tendance à adhérer et qui sont très anxiogènes. On se sent plus mal après qu'avant. Donc l'idée, ça va être de récupérer le contrôle sur ce deuxième circuit, cette deuxième analyse qui se fait dans le cerveau. Alors attention, dans le cas d'un traumatisme, cette deuxième analyse qui est plus logique et plus détaillée, elle a tendance à être empêchée à cause de l'intensité de l'émotion qu'on ressent. Le cortex préfrontal est comme coupé du réseau. En fait, c'est ce qu'on appelle sortir de sa fenêtre de tolérance émotionnelle. Là, en fait, on est comme prisonnier de la première analyse, on est comme prisonnier de son passé. En thérapie, on peut travailler à rétablir l'activation du cortex préfrontal dans le cas où un traumatisme surgit, pour permettre au patient de retrouver le contrôle sur l'amygdale et surtout le contrôle sur ses traumatismes et qui s'apaise avec le temps. En fait, si je résume, le cerveau,
c'est une machine à économie d'énergie. Réanalyser toujours détail par détail, c'est dangereux, on peut avoir eu le temps de se faire bouffer ou quoi que ce soit qui puisse être dangereux pour nous. Il faut réagir vite. Donc pour avoir ce gain de temps, le cerveau va faire une liste des risques passés et il va créer des réflexes associés. En fait, il va remettre notre corps dans l'état dans lequel il était lors des événements passés, ce qu'on appelle les marqueurs somatiques. Notre corps, le soma, marque comment il était dans un événement, il se remet dans cette même marque, il se remet dans ce même état. Et donc cet état, cette première analyse, donc qui est orchestrée par l'amygdale, on la ressent sous forme d'une pensée automatique, qui est une interprétation de la situation, d'une émotion souvent désagréable et d'un réflexe corporel. Mais heureusement pour nous, le cerveau est bien fait, il y a un deuxième circuit qui peut faire cette analyse plus détaillée une fois qu'au pire on a pu se protéger si nécessaire, pour peut-être invalider la première réaction. Le problème, c'est qu'à force d'avoir vécu des événements similaires négatifs ou à force de croire à cette interprétation, on a tendance à utiliser ce deuxième circuit qui utilise la réflexion, non pas pour réfléchir à une solution ou réfléchir à comment peut-être la première analyse a pu avoir tort, on réfléchit à comment élaborer des scénarios auxquels on a tendance à adhérer et qui sont très désagréables et dans lesquels se passe justement tout ce qu'on ne veut pas et qu'on pense ne pas pouvoir maîtriser. En fait, avec la deuxième analyse, on va presque empirer la première. Par exemple, on pourrait se dire ah bah oui, on va m'abandonner parce qu'on n'a pas répondu à mon SMS. Ou alors oui, je suis forcément nul et je serai toujours nul parce que j'ai fait une erreur. Ou encore croire que oh là là, si je ne peux pas tout anticiper, je suis forcément en danger. Il faut tout anticiper pour ne pas être en danger. Donc en fait, ce qu'on appelle les pensées envahissantes, c'est un peu un mix de la première et de la deuxième analyse. Les pensées envahissantes, c'est en fait le point de départ, c'est la première analyse, mais c'est parce qu'on adhère à cette première analyse qu'on tourne en boucle, qu'on crée des scénarios qui vont revenir, et comme ils sont anxiogènes ces scénarios, l'amygdale les enregistre comme étant en train de se produire, et elle les rebalance encore après, parce que pour elle, il faut gérer ce risque. Et c'est là qu'on arrive dans un cycle infernal. Mais heureusement, on peut réduire, voire annuler ce risque en travaillant ensemble, au cas par cas, pour que chacun puisse réguler ses réflexes instinctifs faits par cette première analyse, et écouter seulement si c'est pertinent. Si c'est pas pertinent, ok, bah je ne valide pas. Alors ça, c'est un travail que je fais en séance avec mes patients, et on cherche ensemble comment chacun peut récupérer la maîtrise donc sur son cerveau, sur ses réflexes instinctifs, et comment il peut donc obtenir cette maîtrise de façon personnalisée en fonction de sa personnalité et de son histoire personnelle. Donc si mes patients peuvent y arriver, rassurez-vous, vous pouvez y arriver aussi. On n'est pas condamné à subir ce cycle infernal de pensées négatives. Il suffit juste de trouver le bon levier adapté au vécu de chacun et à sa personnalité pour pouvoir reprendre le contrôle sur cette deuxième analyse et relancer la machine à réflexion correctement. Donc pour ça, on va briser les barrières mentales et les croyances limitantes de chacun. On n'efface peut-être pas une blessure, mais au moins on peut l'aider à cicatriser. Donc j'espère que cette vidéo t'a été utile et qu'elle t'a permis de mieux comprendre pourquoi on a des pensées envahissantes dont on a du mal à se débarrasser, et surtout qu'elle te redonne espoir sur le fait qu'en se faisant accompagner, il est possible de changer cet état de fait et que ce n'est pas une fatalité. N'hésite pas à laisser tes questions et tes idées pour un prochain sujet en commentaire. Moi je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!